Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors on vous donne beaucoup de noms, guérisseur, mage, sourcier, géobiologue et chaman urbain. Mais finalement, qui est Ludovic Boucard? Je vais dire Ludovic Boucard, c'est d'abord Ludovic Boucard avant d'être tout ça. Alors on m'a donné différents noms, ça au fur et à mesure de ma vie. On a commencé par sourcier, puis géobiologue, guérisseur, conseiller en évolution personnelle. Et le dernier en date, c'est chaman urbain, qui résume peut-être un peu tout ça finalement. Et en plus, comme je travaille souvent en ville, voilà, chaman urbain. Et est-ce qu'on peut dire que vous avez un don unique au monde? Ouais, j'ai un don unique au monde, un don particulier qui m'accompagne depuis mon enfance. Depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai cette sensibilité, bah, évidemment, qui s'est transformée, développée, qui s'est apprivoisée au fur et à mesure du temps. En même temps, j'ai pas vraiment de cadre, donc c'est toujours compliqué de me définir avec un seul mot. Du coup, Ludovic, avec ce don unique, est-ce que pendant un dîner, on vous prend pour un mystique? On me prend rarement pour un mystique. Souvent, si je suis dans une soirée, dans un dîner, les gens vont avoir du mal à me mettre dans une catégorie, savoir exactement quel est mon métier. Alors souvent la question va venir d'ailleurs assez rapidement, tiens et toi, que fais-tu dans la vie? Alors souvent ce qui est assez drôle, vu que j'ai un côté très sérieux, très posé, les gens vont toujours me donner enfin, me croire que je travaille dans des boulots extrêmement sérieux, mais avec peut-être parfois une part de créativité, donc c'est toujours un peu compliqué de me mettre dans une case. Et lorsque je dis ce que je fais, qui je suis, bah, y a les gens à qui ça parle pas du tout, donc bon bah qui s'éclipsent. Il y a ceux qui ne connaissent pas cet univers ou qui ne connaissent pas le mot chaman par exemple, donc je dois l'expliquer. Et rapidement, vu que la première approche était plutôt tiens, j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, qui fait des choses que je ne comprends pas ou des choses que je pourrais qualifier de mystérieuses, il y a plus de la curiosité. Mais en tout cas, en face à face, depuis que je suis né, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui m'a traité de gugus ou pris pour un farfelu, un illuminé. Je le suis pas d'ailleurs, de toute façon. En vous voyant, on peut dire que vous êtes un peu un dandy chic, avec un sacré background scientifique. Finalement, est-ce que ça vient appuyer finalement l'image que vous n'êtes pas juste un chaman urbain avec des plumes, mais vous êtes un homme sérieux, un homme de la ville, finalement, un homme de preuve? Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Je suis un homme moderne qui vit en Occident, donc je m'habille, j'irai à l'occidental et je m'habille comme je me suis toujours habillé, finalement, c'est mon style. Donc, depuis mon adolescence, je porte des chemises par exemple. Je veux pas jouer sur le côté finalement imposteur en donnant une image qui ne serait pas celle que je suis vraiment. Donc je vais pas me déguiser justement avec des vestes à franges ou des plumes. Et j'ai un côté sérieux, structuré, cartésien, qui vient de ma personnalité, qui vient peut-être de mon héritage familial également, qui vient de mon parcours scolaire, où j'ai plutôt un parcours scientifique, un parcours dans les sciences, puis dans le management. Et tout ça rencontre ma sensibilité, rencontre qui je suis aussi. Donc il y a un Ludovic structuré, cartésien, et puis il y a un Ludovic sensible, à l'écoute de lui, à l'écoute des autres, à l'écoute de son univers, à l'écoute du monde extérieur finalement. Je suis la jonction des deux. Donc finalement, ce que je reflète n'est jamais que ce que je suis. Il n'y a pas de travestissement. À 12 ans, Ludovic, vous avez découvert que vous étiez différent des autres et vous avez eu un premier événement marquant qui vous a permis en fait de comprendre que vous aviez un don, un premier don en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, jusqu'à mes 12 ans, j'ai pas vraiment fait attention que j'étais différent. Parce que j'ai grandi dans un petit village. Alors je vois bien que j'étais pas pareil que mes copains de classe ou que les autres enfants du village, mais j'avais mis ça sur le compte de l'intelligence. Je me disais, je suis plus intelligent qu'eux, donc c'est pour ça que je perçois les choses différemment, que j'agis différemment, que j'ai pas les mêmes interactions qu'eux entre eux. Je crois que c'était juste de l'intelligence purement scolaire. Mais lors d'un voyage avec mes parents, j'avais 11-12 ans, on est allé voir un radiesthésiste. Donc c'était quelqu'un qui, à l'aide d'une baguette de sourcier, analysait le corps des gens et pouvait détecter des problématiques dans le corps. Donc mes parents avaient demandé à la personne chez qui nous logions, c'était une ferme qui faisait des chambres d'hôtes, l'adresse de ce monsieur. On est allé voir ce monsieur qui était un peu dans la caricature, donc c'était un vieux monsieur avec une grande barbe blanche, une chemise à carreaux, qui parlait peu, et toute la famille est passée sous la baguette de ce radiesthésiste. Et il m'a fait vraiment peur, quoi. Parce que la maison faisait peur, c'était une vieille ferme dans les Vosges, c'était plein de boîtes de médicaments, de produits homéopathiques, de planches d'anatomie, etc. C'était vraiment un décor un peu particulier pour moi qui débarquais là sans savoir à quoi m'attendre.
Ce type passe sur moi avec sa baguette, me dit que j'ai des choses en moi, que j'ai une bactérie dans mon sang, etc. J'ai peur, je pleure, en même temps je suis pas content parce que je veux pas entendre ça. On sort de chez ce monsieur et je dis à mes parents, bah, si lui le fait, alors moi aussi je peux le faire, parce que franchement, ça avait pas l'air bien compliqué. Et une fois rentré à la ferme où nous logions, bah, mon père m'a pris au mot et a coupé une baguette de noisetier en V, donc un peu comme dans les Schtroumpfs, et m'a donné cette baguette en me disant, bah écoute, si tu peux le faire, tu n'as qu'à le faire. Il m'a donné la baguette, mes parents sont allés prendre l'apéritif avec la propriétaire de la ferme, et je me suis baladé dans la montagne, comme ça, dans les Vosges, avec cette fameuse baguette, sans rien attendre finalement, mais juste en marchant avec, en me disant, il va peut-être se passer quelque chose. Et la baguette s'est mise à se relever. Et c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas la retenir dans les mains, la baguette se redresse. Donc je continue, la baguette redescend, je reviens sur mes pas, elle se redresse. Là, je m'aperçois que je peux commencer à suivre une ligne que cette baguette m'indique, et que cette ligne, en fait, je la vois avec mes yeux en même temps. Je vois quelque chose de plus clair dans l'herbe. Donc je suis cette ligne avec la baguette et avec les yeux, et je reviens dans la ferme, juste devant l'étable. Et là, la fermière arrive, et me dit, mais tu as un don, tu as le don. Le don de quoi? Bah, le don de trouver de l'eau, tu es sourcier, parce que là, je t'ai observé, ce que tu as suivi, c'est la source qui alimente la ferme. Et effectivement, derrière le mur de l'étable, il y avait une source qui coulait, il y avait de l'eau qui coulait, qui a alimenté la ferme. Et donc, bah, elle m'a un peu pris sous son aile pendant le reste des vacances, où on a fait tout le tour de la montagne autour de chez elle, où elle connaissait toutes les sources. Et elle me faisait, en quelque part, bah, une espèce d'entraînement, en me disant, bah voilà, cherche, et je te dirai si tu trouves, et si c'est juste. Donc tout cet été, j'étais avec ma baguette à essayer de trouver de l'eau dans cette montagne, qui était validée bah, par quelqu'un du cru qui connaissait les sources. Et puis, bah, de retour en Belgique, j'ai continué à faire ça, ça s'est su dans le village, donc les gens m'ont demandé à travailler pour eux, à leur trouver des sources pour faire un puits, un étang, etc. etc. Donc c'est vers 12 ans que j'ai commencé à comprendre que voilà, j'étais différent, et que j'avais cette capacité de trouver de l'eau, et pour moi ça allait très bien, parce que comme j'ai mon côté, je veux toujours une preuve, j'aime les choses qui peuvent se matérialiser, ressentir quelque chose avec le corps, mais pouvoir le prouver en faisant un trou et en trouvant de l'eau, c'était intéressant. Donc j'ai beaucoup cherché de mes 12 à 14, 15, 16 ans sur l'art du sourcier pour justement valider mon ressenti. Donc pour moi c'était une très bonne école d'apprentissage et d'acceptation de ma sensibilité, de mon don. Il y a un autre événement aussi, à 30 ans, où on vous identifie comme un natural holistic healer. Mais là, il y a voilà, toute une série d'événements finalement qui se passent et vous comprenez à la fin, ok, je suis comme ça. Est-ce que, voilà, vous m'avez dit ça en coulisses, mais est-ce que vous pouvez maintenant leur expliquer pour aussi nos viewers? Il est compliqué quand on a une sensibilité, quand on est différent, de trouver des sources d'informations pour se valider, pour se rendre compte que il y a réellement quelque chose qui se passe, pour comprendre ce qui se passe, pour savoir quoi faire, avec qui on est ou qui l'on devient. Et il y a eu 2 grandes aventures dans ma vie. Donc il y a mes 12 ans, quand je découvre que je peux trouver de l'eau avec une baguette. Il y a l'adolescence, toute la période aux études où bon, bah, j'ai mis ça plus ou moins de côté parce que bah, j'avais d'autres choses à faire. Et puis vers 30 ans, il m'arrive une histoire un peu magique, un peu rigolote. Je suis dans un stage de géobiologie en Suisse, donc pour apprendre justement l'art de la géobiologie. Et bon, il s'était passé beaucoup de choses durant cette semaine, donc on travaille beaucoup sur soi, on s'écoute, on rencontre enfin des gens un peu différents et qui nous ressemblent. On a des réponses à ces questions. Et un soir, je vais dans un restaurant indien, sachant que je déteste manger indien. Et je suis seul, ce restaurant est désert. Donc je m'installe, je commande. Et apparaît face à moi une espèce de petit personnage comme ça, un peu comme je pouvais voir un fantôme. C'était pas vraiment un fantôme, c'était plus une espèce d'être mystérieux qui s'approche de moi et qui me dit Ludovic, on t'attend en Inde le 24 mars. Sachant que nous étions au mois de novembre. Qu'est-ce que je vais aller faire en Inde le 24 mars? Moi, l'Inde, j'ai aucun attrait pour ce pays. J'aime bien manger, mais j'aime pas la nourriture indienne. Je suis pas un mystique qui va chercher de trouver quelque chose de mystérieux en Inde. Pays qui m'attire, mais pas du tout. Bon, ok, le serveur voit qu'il se passe quelque chose de bizarre, attend un peu avec son plat, finit par venir me servir. Je mange. En partant, rebelote. J'ai deuxième information comme ça qui me dit la même chose.
le 24 mars, nous t'attendons en Inde. Je rentre dans la chambre d'hôtel qui était juste en face de ce restaurant. Et là, je prends ma douche. Et avant de prendre ma douche, j'ai mon grand-père paternel qui est décédé quand j'avais 4 ans, donc j'ai quelques souvenirs de lui, mais voilà, j'ai pas grandi vraiment avec lui, et surtout je ne le prie pas, je ne lui parle pas, j'ai aucune connexion avec mon grand-père. Donc il apparaît depuis, voilà, ça fait des années que je l'ai pas vu, quoi, hein, ça fait 26 ans que je l'ai pas vu. Et il apparaît dans ma salle de bain et me dit: Ludovic, tu dois être attentif à ce que l'on t'a dit aujourd'hui, et on t'attend le 24 mars en Inde. Ok, je prends ma douche, je termine ma douche, le téléphone sonne, ma mère qui m'appelle alors qu'elle ne m'appelle jamais, pour prendre de mes nouvelles, donc je lui explique ce qui vient de se passer, et elle me dit: le 24 mars, ça ne te dit rien? Je dis: bah non, cette date pour moi, aucun signe, aucune importance. Elle me dit: le 24 mars, c'est le jour d'anniversaire de ton grand-père, de mon père. Ok, bon, voilà, les choses sont comme ça. Le lendemain, je parle avec une amie qui est médium en Suisse, je lui explique mon aventure, et elle me dit: bah écoute, va en Inde, prends un billet d'avion, va en Inde. Bon, c'est ce que j'ai fait, mais où aller en Inde? Donc je regarde un peu la carte, je regarde les villes. J'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-bas, donc je me dis: je vais prendre un billet d'avion, Bruxelles, New Delhi, la capitale. Je vais rester 3 jours là-bas. De toute façon, s'il doit se passer quelque chose le 24, ça se passera. Donc j'arrive le 23 au soir à New Delhi. Je demande à l'hôtel où je loge de me prévoir un chauffeur, un guide, et de me faire le 24 la tournée de tous les temples de New Delhi, parce que forcément il va se passer un truc mystique, et j'attends à ce que quelqu'un vienne, me touche l'épaule en me disant voilà une réponse, un don, que sais-je, quoi. Et on part à 6 h du matin, on fait toute la ville, de long en large, tous les temples, j'essaie d'être attentif à chaque petit bruit, signe, sursaut, regard, et rien ne se passe. J'ai juste eu chaud, je ne me suis pas senti bien, les odeurs m'ont dérangé dans la ville, la foule m'a dérangé, mais rien. Donc je rentre à l'hôtel le soir exténué, et je me dis: je vais aller me faire un massage au spa de l'hôtel. Donc je vais à la réception du spa, je demande à avoir le menu, je regarde, et je vois que dans cet hôtel, on est en Inde, hein, ils proposent des nettoyages de chakras. Donc je dis: ok, bah je vais prendre ça. Et la réceptionniste me regarde en me disant: mais non, mais ça c'est pas pour les blancs, c'est pas pour les étrangers, vous savez c'est quoi un chakra? Vous avez déjà fait des nettoyages de chakras? Je dis: non, mais moi je suis un peu au courant de toutes ces choses, donc ouais, moi je veux prendre ça. Non, mais prenez plutôt un massage classique. Je fais: non, moi je veux le nettoyage de chakras. Bon, très bien, donc le client est roi, hein, donc je prends mon massage de chakras, j'arrive dans une salle, donc je suis là en slip, couché sur une table. Il y a une vieille dame qui rentre habillée tout en noir, un peu comme une sorcière, qui me dit: oui, je suis la thérapeute, je vais vous nettoyer les chakras. Bon, ok. Et là, elle sort une lampe avec différentes couleurs, des cristaux, et elle commence à passer sur moi, tout ça, en fredonnant. Et rien ne se passe, je suis sur mon dos, couché, je la regarde, c'est long, c'est ennuyeux. Puis je lui dis: mais écoutez, votre truc là, je suis désolé, je veux pas être impoli, mais ça marche pas, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et puis, vous avez tellement de problèmes dans votre tête, avec votre fille qui vient de divorcer, votre petit-fils qui est triste, votre appartement, etc., que vous devriez laisser tout ça dehors avant de rentrer dans la salle pour faire le soin, parce que moi j'entends que ça. Et j'entends vos revendications politiques, quand vous étiez une femme politique, etc. Et là, elle s'arrête, elle me dit: mais vous me connaissez, vous savez qui je suis? Je dis: non, moi je ne sais pas qui vous êtes. Donc, je m'assois du coup sur la table, en slip devant cette dame, et elle me dit: bah oui, en fait je suis une ancienne femme politique importante d'Inde, et maintenant je me suis reconvertie justement en guérisseuse pour aider les gens. Et ce que tu viens de dire, c'est juste. Donc effectivement, ma fille a divorcé, j'ai un des problèmes avec mon petit-fils, l'appartement il y a un problème aussi. Oui, j'ai beaucoup de soucis pour l'instant, et c'est étonnant. Et donc on continue finalement l'heure de massage à parler d'elle, donc je lui parle d'elle, je lui donne des informations sur elle. La session se termine, elle m'a facturé quand même, hein. Et elle me dit: bah écoute, je t'invite à rencontrer ma fille, qui est la directrice du spa. On va se retrouver au bord de la piscine, prendre un verre, parce que je voudrais te présenter à elle. Donc on se retrouve quelques minutes plus tard tous les trois, où elle raconte l'aventure qui vient d'arriver dans cette cabine où elle était censée faire un soin, et finalement je lui raconte sa vie. Et sa fille me dit: bah, écoute, moi je suis la responsable du spa, et demain on a une grande réunion avec tout le staff de l'hôtel, et on va essayer de travailler pour le mieux-être des équipes. Donc il va y avoir le directeur général jusqu'au portier, au groom.
chacun va être là pour présenter un peu son idée de comment améliorer les choses. Est-ce que tu pourrais venir en tant que client nous donner ton avis, et puis comme tu as du ressenti, tu as dû ressentir des choses dans l'hôtel. Et moi j'aime bien faire ça, donner mon avis et essayer d'améliorer les choses. Donc je dis, écoute, demain, je n'ai rien à faire, donc je viendrai. Je vais à la réunion, il y avait 20-25 personnes qui étaient là, donc chacun donne son avis, parle des choses qui vont moins bien, etc. Je donne le mien, je leur fais vivre quelques expériences un peu énergétiques. Voilà, la réunion se termine, merci, au revoir. Moi, je me dis, je vais rentrer, me mettre au bord de la piscine, et demain, je reprends mon avion, je rentre en Belgique. Et il ne s'est rien passé. Et là, en sortant de cette salle de réunion, il y a l'assistante du directeur qui m'attrape et qui me dit Monsieur le directeur veut vous parler. D'accord. Bon, donc je vais dans une salle, on me met dans une énorme salle, genre salle de bal, très grande, vide, il y a juste une table, 2 chaises, c'est hyper climatisé, il fait froid. Et un petit bonhomme rentre, le directeur général de l'hôtel, et me dit dites-moi des choses sur moi. Je dis que voulez-vous que je vous dise sur vous? Il dit vous savez dire des choses, vous comprenez les gens, dites-moi des choses. Ok, donc je lui dis rapidement deux, trois choses, 2-3 faits sur lui. Ah ouais, c'est ça, il s'en va. Le numéro 2 rentre, il me dit la même chose. Bon je lui donne un rapide briefing sur comment il fonctionne, sur ce qui ne va pas. Je me souviens qu'il y a un problème avec sa fille, je lui parle de sa fille, qui s'était cassé le bras, il me dit oui, c'est cassé le bras, ça me tracasse, etc. Une 3e, une 4e, une 5e, et j'ai fait comme ça une 20aine de personnes en 1 heure, quoi. Donc ça faisait que rentrer-sortir. Puis au bout d'un moment, j'ai écouté, stop, moi je suis crevé, je suis pas là pour ça, puis je vois pas d'intérêt à faire ça, donc voilà, c'est fini, moi je m'en vais. Donc je quitte la salle, il y a des gens, il y a encore une queue qui était là, les gens attendaient. Et la directrice du spa m'attrape par le bras et me dit Ludovic, viens, je t'offre un verre, il faut qu'on discute. Donc on se met au bar, on commande un verre, et elle me dit mais tu es un natural holistic healer, donc un guérisseur naturel, quelqu'un qui a un don naturel pour guérir les gens. Je connaissais même pas le mot. Donc je dis qu'est-ce que c'est un healer? Alors elle essaie de m'expliquer, je fais ok, d'accord. Je dis donc ça c'est ce que tu es un guérisseur. Et là moi je connais les gens du personnel, je connais mes collègues, j'ai posé la question à chaque personne qui est sortie. Il y a 90-95%, tu étais juste. Tout ce que tu leur as dit sur leur état, sur leur santé, sur leur famille, sur leur peur, leur réussite, tu étais juste. Tu as mis le doigt à chaque fois là où il fallait. Donc, tu es un guérisseur. D'accord, je suis un guérisseur. J'ai terminé notre verre, le lendemain, je suis rentré en Belgique. J'étais dans l'avion en me disant, mais en fait, pourquoi tout ça, quoi? Donc, je suis parti, le 24, finalement, il ne s'est rien passé. Et pourquoi devoir aller en Inde? Pourquoi avoir perdu du temps? Et c'est que quand je suis arrivé à Bruxelles, que l'avion a atterri, que je me suis dit, Ludovic, tu es bête. En fait, la raison, c'était d'apprendre par d'autres, d'être validé par l'extérieur, d'avoir une preuve finalement de qui je suis. Je suis un guérisseur. Et cette expérience en Inde, finalement, m'a permis de comprendre ça. Et c'est vrai qu'à partir de mes 30 ans, voilà, j'ai commencé un peu plus accepter cette partie-là de moi et en faire partager aussi, enfin la faire partager aux gens. Et c'est là où j'ai commencé à créer Harmonie Intérieure et à recevoir des gens pour les aider, les accompagner, les guérir. Qu'est-ce que vous appeliez finalement un chaman urbain? Qu'est-ce qu'on doit entendre en fait derrière cette appellation? Alors il faut savoir qu'un chaman est choisi par la tribu dans la tradition. Donc c'est pas que je m'auto-proclame chaman, c'est les gens un peu comme en Inde qui m'avaient dit voilà, tu es un guérisseur, qui au fur et à mesure de mes rencontres m'ont décrit comme cela en me disant en fait tu es mon chaman ou notre chaman, ramené à notre culture occidentale, chaman urbain. Bon, urbain, ça j'avoue, c'est moi qui l'ai ajouté parce que je suis en ville, et je me sens bien en ville en fait, même si j'adore la nature. Alors un chaman dans la tradition, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaît la tradition, justement, qui connaît les traditions. C'est aussi souvent l'homme ou la femme médecine, donc c'est celui qui va connaître les plantes, qui va connaître les remèdes pour soigner les gens, c'est celui qui va guérir les gens, donc c'est le guérisseur dans la tradition. Le chaman, c'est aussi celui qui fait le pont, le lien entre le monde des vivants, le monde des morts, le monde physique et le monde des esprits. Donc c'est celui qui sait ou qui peut communiquer avec les esprits, qui peut interagir avec eux, qui peut entendre des messages du monde invisible pour les transmettre dans le monde visible. C'est ce que je fais aussi. C'est celui qui organise des rituels en fonction des lunes, des saisons, etc. Je le fais un peu moins, mais je le fais parfois, ou je l'ai beaucoup fait surtout. Et c'est aussi surtout celui qui va conseiller les autres, qui va guider le chef de la tribu, mais aussi la tribu. C'est celui qui va choisir les lieux pour construire
Les temples, les maisons, c'est celui qui va choisir quand semer, par exemple, qui peut conseiller pour beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, c'est mon rôle. Je suis un conseiller. Alors, je suis un conseiller qui ne va pas utiliser que la parole, que les mots. Je suis un conseiller qui va utiliser sa sensibilité, son don, ma clairvoyance, ma capacité à recevoir des informations, pour donner des informations aux autres, pour les aider. Et puis, comme j'ai aussi la capacité de travailler sur le système énergétique des gens, je peux aller là plutôt en mode, je dirais, guérisseur, dans le système énergétique des gens, avec leur accord, bien sûr, modifier des choses pour que les gens guérissent, vivent mieux ou règlent certains problèmes. Alors, revenons un peu en enfance. Enfant, vous voyez des fantômes. Est-ce que vous aviez peur? J'ai jamais eu peur des fantômes quand j'étais enfant, parce que je me suis rendu compte que beaucoup plus tard, en fait, que je voyais des fantômes. Ce que je voyais, ce avec quoi je parlais, avec quoi j'interagissais, finalement, pour moi, ça me semblait faire partie du monde normal, réel. Et comme j'ai grandi un peu en vase clos, j'ai pas vraiment eu l'occasion de me confronter à d'autres pour voir que finalement, les autres ne le voyaient pas. J'étais pas non plus très film, télévision et autres, donc les films de fantômes ou de films d'horreur, j'ai découvert ça que bien plus tard. Donc je ne savais finalement pas trop à quoi ou à qui je parlais, ou ça me semblait et ça me semble encore, finalement, faire partie tout à fait des choses normales du monde. Donc j'ai jamais eu peur des fantômes quand j'étais enfant, aussi peut-être par chance, parce que je suis toujours tombé sur de gentils fantômes. Alors pour vous, c'est quoi la définition d'un fantôme? Comment vous voyez un fantôme? Alors faire une distinction entre fantôme et esprit, en tout cas pour moi je fais une distinction. Un fantôme, moi ce que j'appelle un fantôme, c'est un humain qui est décédé, mais qui est encore en partie présente. Donc typiquement, la personne est morte, elle reste dans sa maison après sa mort et elle va hanter le lieu. Après, il y a des esprits qui n'ont pas forcément une forme humaine, à mes yeux en tous les cas, qui eux vont avoir d'autres interactions avec nous, bonnes ou moins bonnes. Est-ce que finalement, un fantôme chez soi, c'est dangereux? Un fantôme chez soi, c'est pas forcément dangereux, mais ça peut parfois être ennuyant. Parce que si on a affaire à un fantôme un peu possessif, si on a affaire à un fantôme qui a sa caractère, j'ai envie de dire, il peut vraiment nous pourrir la vie. J'ai des exemples comme ça lors de visites de maison, d'expertise géobiologique, où oui, les fantômes peuvent être parfois très nuisibles, très négatifs. Et c'est comme pour tout dans la vie, et on peut aussi avoir un gentil ou une gentille fantôme chez soi, qui va plutôt être le gardien du lieu, qui va prendre soin de la maison, prendre soin de nous, peut-être nous prévenir de certaines choses, donc pas forcément chasser tous les fantômes. D'accord. En tout cas pour ce point de vue-là. Quand vous étiez enfant, vous aviez toujours eu le don de comprendre les autres. Et qu'est-ce que vous voyez finalement chez les autres? Depuis que je suis enfant, alors j'ai hérité ça, je crois, du côté maternel, j'ai cette capacité de comprendre rapidement les gens, d'avoir une espèce de mini CV instantané quand je vois quelqu'un. Donc c'est vrai que quand on est enfant, c'est compliqué peut-être de trouver sa place ou trouver de l'équilibre. J'ai eu de la chance, j'ai pu quand même relativement bien trouver ma place, mais parce que directement je savais à qui j'avais affaire. Copain de classe, professeur, instituteur, etc. Donc comme je me méfiais finalement des apparences, ou surtout que je voyais au-delà des apparences, il était parfois compliqué pour moi simplement de lier des liens d'amitié avec certaines personnes, pourtant que tout le monde trouvait a priori sympathiques, parce que moi en fait je voyais au-delà de l'apparence. Donc c'est toujours un peu compliqué, quand on est adulte aussi, mais quand on est enfant, de finalement se retrouver peut-être parfois isolé, parce qu'on sait déjà un peu comment l'histoire va se passer, parce qu'on sait finalement à qui on a réellement affaire en face de soi, et donc on va pas rentrer dans le jeu de la personne la plus célèbre, la personne la plus aimée de l'école, le garçon le plus fort, etc. Alors par chance, moi j'ai toujours été celui qu'on a bien aimé dans l'école, j'ai toujours été celui qui était le plus fort. Donc finalement j'ai pas eu trop de difficultés à faire ma scolarité, avoir une scolarité, avoir des copains ou des copines de classe. J'étais peut-être juste beaucoup plus sélectif que les autres, où je savais jusqu'où je pouvais aller dans ces relations, est-ce que je pouvais attendre et surtout ne pas attendre de certaines relations. Donc finalement peut-être au final être moins déçu, mais forcément aussi d'un autre côté quand on est enfant ou adolescent, se sentir peut-être moins entouré que la majorité de ses condisciples. Enfant, vous étiez vite conscient qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Est-ce que vous avez utilisé par exemple vos dons à votre avantage quand vous étiez enfant? Il y a deux questions en une. Il ne faut pas faire n'importe quoi, ça je l'ai appris naturellement à cause de mon éducation, à cause de mon caractère, à cause de finalement
là d'où je viens, où on a des principes, on a des valeurs dans ma famille. Donc ce côté respecter la règle, je l'ai naturellement, elle fait partie de moi. Après, le côté ésotérique, mystique, ne m'a jamais vraiment intéressé, parce que quand j'essayais de me comprendre, de me trouver quand j'étais adolescent, j'avais acheté des livres par exemple pour essayer de comprendre ce genre de choses, et je trouvais jamais suffisamment de réponses cohérentes, suffisamment de réponses structurées. C'est souvent des croyances, des ressucés de choses anciennes qu'on avait un peu transposées, ou en lisant plusieurs livres, je me rendais compte que plusieurs auteurs avaient même piqué au même auteur et se réapproprié l'information. Donc j'ai jamais été dans ce côté mystérieux, ésotérique, parce que je trouvais pas ça cohérent. Moi j'aime la cohérence, j'aime la droiture dans les choses. Et après, utiliser mes dons à des fins personnelles, oui, sûrement. Mais sûrement de manière aussi inconsciente. Donc avec le recul, parfois je me dis, ah tiens oui, c'est vrai que j'avais agi de telle ou telle façon en classe, ou avec un professeur, ou avec un ami, parce qu'en fait j'avais déjà ressenti des choses. Donc c'est utiliser ces dons, mais de bonne manière ou de manière inconsciente, pour trouver un équilibre. De toute manière, avoir des dons, avoir une sensibilité, c'est un plus. Donc c'est un sixième sens. Donc il faut aussi être capable de l'apprivoiser, d'utiliser ce sixième sens pour nous faciliter la vie. Si on a cette capacité-là, c'est pas par hasard non plus. Et est-ce que pendant les examens, vous utilisez vos dons? En études secondaires, j'ai toujours essayé de jouer le jeu. Donc je n'utilisais pas mes dons pour trouver les questions ou avoir les réponses. Par contre, dans les études supérieures, c'est vrai qu'on a beaucoup d'examens oraux, donc pour moi ça me paraissait plus facile aussi. Donc c'est vrai que souvent quand j'étudiais, j'avais dans mes livres ou dans mes cours le titre des sujets que j'allais avoir qui étaient en surbrillance quelque part. Donc je me disais, ok, je vais être interrogé sur ce chapitre-là. Ça ne m'empêchait pas d'étudier tous les chapitres, mais évidemment je mettais le focus sur ce chapitre-là. Et ouais, à 100%, je tombais toujours sur ce chapitre-là, ce qui dérangeait ou qui faisait rire un copain de classe qui passait toujours ses examens en même temps que moi au niveau des examens oraux. C'était assez marrant d'avoir toujours la bonne... Avant de rentrer à l'examen, je disais, voilà, je vais avoir telle question. Je rentrais, je tirais dans le chapeau la question, c'était celle que j'avais dit avant de rentrer. Forcément, c'est plus facile d'y répondre. Mais c'est pas pour ça que j'avais 20 sur 20 non plus à chaque fois. Vous avez des dons uniques au monde. Comment avez-vous appris à maîtriser vos dons, sans guide, sans formation ou livre? Alors comment j'ai développé mes dons? C'est la vie en fait qui m'a fait faire beaucoup d'expériences. Depuis que je suis enfant, adolescent, et puis en devenant adulte, ça s'est accéléré. J'ai fait énormément d'expériences, de rencontres, alors pas forcément de rencontres avec des êtres toujours physiques d'ailleurs. Je voyage beaucoup, j'aime le voyage, je suis quelqu'un de curieux aussi, donc lorsque j'ai l'occasion de rencontrer, ou de visiter plutôt un lieu particulier, un lieu qu'on pourrait qualifier de sacré, j'y vais, je rentre dedans, j'essaie de le découvrir, de le comprendre, et souvent d'ailleurs dans ces lieux, je suis guidé par des esprits du lieu, des esprits gardiens du lieu, qui me donnent des conseils ou m'enseignent des choses. Donc j'apprends énormément comme ça. Et puis je peux aussi prendre un peu une espèce de métaphore où je suis un peu comme un iPhone, où régulièrement je reçois des mises à jour. Donc c'est vrai que souvent ça m'arrive, je vais me coucher, le lendemain matin je me réveille et je suis pas tout à fait le même quand je me regarde dans le miroir, parce que j'ai reçu une mise à jour, donc qui va me changer moi de l'intérieur, mais aussi souvent ces mises à jour vont me servir après dans mon activité, dans la collaboration que j'ai avec les gens pour justement les accompagner, parce que souvent, comme par hasard, quelques jours plus tard, j'ai un VIP qui va venir et qui a besoin d'une solution que je viens d'acquérir. Donc je fonctionne souvent un peu comme ça, donc c'est aussi les gens avec lesquels je collabore qui finalement ont un besoin qui crée finalement la réponse chez moi. Donc je fonctionne aussi un peu comme ça. Il y a un appel. L'appel se comble, j'ai la réponse, j'ai l'information, j'ai le nouveau système informatique, électronique, énergétique, je sais pas comment dire, et je peux le partager. Voilà, donc comment j'apprends? C'est surtout en étant à l'écoute et en accueillant ce qui vient à moi depuis le jour où je suis né, je pense. Ludovic, vous avez des dons uniques au monde. Comment vous savez finalement que vous avez un impact, que vous arrivez à agir sur le monde du visible à partir de l'invisible et de votre sensibilité? Comme j'ai déjà dit, j'ai toujours cru et je crois en la preuve. Donc c'est pour ça que depuis mon adolescence, depuis ces histoires de sourciers où je trouvais de l'eau
qui était une preuve physique de ma sensibilité, j'ai continué à travailler dans cette dynamique-là. Donc, essayer de prouver les choses, avoir des preuves de l'impact du monde invisible sur le monde visible. Alors, il y en a plein. Par exemple, quand on change l'énergie d'une cave ou d'une cuve ou d'un tonneau dans une cave, on produit du vin, le vin change de goût, c'est une preuve physique vu qu'on peut, par le goût, déguster le vin et voir qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Dans les accompagnements avec les gens, il y a comme ça des tas de preuves que j'ai pu avoir au fil des ans, de gens qui parfois même changent tout simplement de posture, de manière de se tenir à la sortie du rendez-vous. Donc ils rentrent comme ça et ils ressortent comme ça, quoi. Donc ça c'est visible, ça se voit. Parfois je ressens des choses chez les gens qui justement, après une analyse médicale, est prouvée par la science. Et moi c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je fais ce que je fais aussi, c'est que justement quand je peux dire à quelqu'un, tiens, il me semble qu'à tel endroit dans le corps il y a un problème, et après une analyse médicale, effectivement on peut détecter qu'il y a ce problème, et donc après y trouver la solution. Là, je comprends évidemment parfois pas pourquoi j'ai cette capacité ou comment je suis capable de ressentir cette chose, mais la science m'a prouvé le lendemain, la semaine suivante, que j'avais raison. Alors c'est pas que je veux avoir raison, mais j'aime qu'il y ait une preuve par rapport à mon ressenti. Et donc je travaille comme ça. Donc en gros, l'inverse est vrai aussi, si je n'ai pas de preuves, si je ne suis pas assez convaincu physiquement de quelque chose énergétiquement que je peux ressentir ou faire, pour moi ça n'a pas vraiment de poids. Et c'est ça qui fait la différence justement entre la cohérence et le mysticisme. Aujourd'hui finalement, Ludovic, est-ce qu'on vous reconnaît comme un grand maître? Alors moi c'est un mot que j'aime pas, mais moi j'ai certaines personnes avec lesquelles je collabore qui m'appellent grand maître, souvent par message, quand ils m'écrivent, ils me disent « Bonjour grand maître, puis-je avoir un rendez-vous, quand puis-je vous rencontrer ?» Donc il y a des gens qui, en plus des occidentaux, donc c'est pas forcément dans notre culture, qui m'appellent grand maître ou maître. Et c'est pas pour rire, au début je crois que c'était pour rire, non, ils sont vraiment sérieux. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de se dire soi-même « je suis un grand maître », hein. C'est les autres, je pense, qui doivent nous choisir comme maître. Mais j'ai eu plusieurs anecdotes dans ma vie, j'allais dire dans cette vie-ci, que dans d'autres vies justement j'ai souvent été un maître ou un grand maître ou quelqu'un qui initiait les autres, etc. C'est parfois je tombe dans des endroits comme ça où on me reconnaît en tant que tel, ou alors moi je sais bien que voilà, j'avais un poste important dans tel ou tel lieu sacré. J'ai donné une anecdote comme ça, c'est rigolote, où j'étais un jour en voyage dans le nord de la Thaïlande, et il faisait chaud, on avait beaucoup voyagé, on avait fait beaucoup de temples déjà, je me suis dit, ce dernier temple, je ne le fais pas, donc moi je reste à l'ombre, je suis assis, et j'ai ma femme de l'époque qui me dit, moi je vais visiter le temple, je dis, écoute, vas-y, moi je t'attends, prends ton temps, voilà, fais ce que tu as à faire. Donc elle rentre dans le temple, et puis elle revient en courant en me disant « Non, mais il faut vraiment que tu viennes. » Je dis « Non, j'ai pas envie, moi je reste là. »« Non, viens, il faut vraiment que tu viennes. » Donc on rentre ensemble dans le temple, qui était pas éclairé, il y avait personne, c'est un temple un peu perdu au milieu de la montagne. Et là, la première chose que l'on voit en rentrant dans le temple, c'est une grande photo, une des premières photos qu'on faisait en noir et blanc, comme ça, et il y a un moine bouddhiste pris en photo, qui est, on peut lire en dessous, le fondateur du temple, le grand maître du temple. Et là arrive un moine qui gérait le temple, qui se baisse et qui me dit « Bonjour grand maître, vous êtes revenu, je suis si heureux de vous revoir, vous êtes là », et il me fait des courbettes et tout, et moi je comprends pas trop, je regarde la photo, et effectivement on avait quand même un petit air de ressemblance. Mon ex-femme morte de rire qui me dit « dis bonjour, quoi ». Et en fait, ce moine nous a fait visiter le temple, a allumé toutes les lumières, a allumé les bougies, nous a proposé à boire, à manger, nous a fait aller à l'arrière du temple où il y avait la librairie réservée normalement à la bibliothèque réservée aux moines. Et on a passé un grand moment, il voulait qu'on dorme là, il voulait plus nous lâcher, quoi. Et donc ça, c'était marrant de se dire, ok, j'ai peut-être été le grand maître de ce temple. Donc ça, c'est une anecdote rigolote, en plus avec une photo à la pluie. C'est vrai que quand on nous comparait, on se ressemblait un petit peu, c'est assez marrant. J'ai aussi une autre anecdote. Un jour, j'étais au Vietnam, et là, je suis allé visiter un temple dans lequel habite une grande maître, une grande maîtresse, je sais pas trop comment on dit. Dans le bouddhisme, cette femme est considérée comme une évêque dans l'église catholique, donc elle a un poste très très important.
Et donc c'est elle qui gère ce temple, celle qui l'a construit. Elle a un tas de disciples, moines, mais aussi de personnes de la communauté qui la considèrent en tant que telle. Je vais dans ce temple parce qu'on m'a beaucoup parlé d'elle depuis longtemps, quand à chaque fois que je vais au Vietnam, on me dit qu'il faut absolument rencontrer cette femme extraordinaire qui est vraiment une grande maîtresse, une grande prêtresse. Donc j'arrive, alors c'est tout un protocole pour arriver à la voir, parce qu'il faut prendre rendez-vous, elle vous envoie son chauffeur, enfin on rentre pas là comme on veut, donc j'arrive dans le temple, dans la partie qui lui est réservée. Elle vient m'accueillir, une toute petite dame, forcément habillée en moine. Hein. Elle me regarde, on se sourit, et je commence à lui dire bonjour, à lui parler en anglais. Là, je vois qu'il n'y a pas de réaction, et la personne qui m'a accompagné, qui parle vietnamien, lui parle, et me dit, en fait, elle ne parle que le vietnamien, donc je vais faire le traducteur, vous ne pourrez pas communiquer ensemble. Je suis c'est quand même dommage, on devrait pouvoir quand même communiquer. Et là, j'entends dans ma tête qu'elle me parle, et moi je lui réponds, et donc finalement on a passé une grande partie de la journée à se parler en télépathie. La personne qui m'a accompagné me connaît, donc rigoler en disant, bon, moi j'ai plus rien à faire, t'allais s'asseoir, boire un thé quelque part. Et nous on a parlé sans mots finalement, pendant un grand moment. Elle m'a reçu chez elle dans la maison où, pareil, elle fait rentrer personne, c'est son lieu. Elle m'a invité à prendre un verre avec elle, on a discuté, elle a appelé son grand maître au Sri Lanka qui a voulu me parler, et qui lui a demandé de me faire une cérémonie dans son temple. Donc elle a appelé ses 5 meilleurs moines pour faire une cérémonie en mon honneur, et donc j'ai eu droit à un truc apparemment unique, d'après ce que l'on m'a dit, parce que tous les Vietnamiens qui regardaient sont venus me voir après, m'ont dit, mais qui êtes-vous, parce qu'on ne fait ça à personne d'habitude, c'est vraiment une cérémonie particulière. Voilà, en tout cas je suis reconnu parfois par des grands maîtres, on se reconnaît entre nous, on échange des choses qu'on peut échanger peut-être que entre grands maîtres, mais bon voilà, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, et sur ma carte de visite c'est pas marqué Ludovic Boucard, grand maître, c'est juste écrit Ludovic Boucard.